250 km de tuyauterie, il fait 90 hectares. Un univers industriel dense. Le plus gros chantier de France en déconstruction et désamiantage. Un chantier compliqué de par son histoire. C'est un site historique, il a été complètement bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale et complètement reconstruit. Et puis des enjeux environnementaux forts au vu des risques de pollution et d'exposition à l'amiante. Les activités de désamiantage, de déconstruction, ce sont des activités vraiment dangereuses. C'est pas des chantiers qu'on fait tous les jours et tout était à dupliquer à l'échelle industrielle pour arriver à la fin, c'est-à-dire le démantèlement complet de la raffinerie. Moi, dans ma carrière, j'ai toujours pensé que plus on prenait son temps pour préparer un chantier, plus on gagnait du temps. La clé de la réussite, c'est la préparation. On a étudié ce chantier pendant un an, en déterminant d'abord quelles étaient les infrastructures qui seraient nécessaires pour gérer cela correctement. Ça passe évidemment par une base chantier parce qu'on a un personnel très important sur le chantier et c'est essentiel. Nous avons réaménagé effectivement 4 plateformes qui permettent d'accueillir 2 bases vie entreprises. On a mis en place un système de gestion des eaux usées, on a tout raccordé électriquement en eau et on a déplacé le service de sûreté de la raffinerie pour qu'il y ait un vrai contrôle des entrées et des sorties et une traçabilité des déchets. Ensuite, c'est poser la question des infrastructures nécessaires au déroulement du chantier, la plateforme de stockage des déchets, les plateformes de circulation, le pont bascule. On a négocié 2 personnes à temps plein chez un Gérops sur place. On a exigé un coordinateur de sécurité à plein temps. Un CSPS est là pour justement s'assurer des interférences, donner l'autorisation de travail à certains et de différer les travaux dans le temps ou dans l'espace. Une réunion a lieu une fois par semaine. Et l'ensemble des opérations sont cadrées sous forme de modes opératoires qui sont validés conjointement par la maîtrise d'œuvre et le CSPS. Et comme par hasard, on a toujours eu en fait un coup d'avance sur l'organisation du chantier. Aujourd'hui, on a eu à déplorer absolument aucune interruption de chantier sur ce projet-là depuis 19 mois. C'est une belle prouesse. Alors avant tout le désamiantage, en fait, il a d'abord fallu comprendre où était présente l'amiante parce que c'est une activité industrielle qui a été réalisée sur 90 années d'exploitation, sur 90 hectares. Il n'y en a pas beaucoup partout, mais il y en a partout. Des joints, des tresses dans des brides, des morceaux de calorifère à un endroit et pas à un autre. Et donc c'est toute cette connaissance-là spécifique et précise qu'il a fallu acquérir au préalable. Donc pour ce faire, on a missionné 3 sociétés différentes qui nous ont permis de réaliser plus de 6000 échantillons d'amiante, qui nous ont permis d'avoir une cartographie la plus précise possible de la présence d'amiante sur le site. Et donc on a dû adapter pour cela à chaque fois les modes opératoires et les solutions techniques à mettre en œuvre. Il y a des travaux qui ont été complètement bâchés pour créer une atmosphère qui est mise en dépression pour éviter que l'amiante sorte et qui est complètement filtrée pour que l'air en sortie soit pur. Pour les lignes en hauteur, ça s'est réalisé mécaniquement avec une pelle mécanique qui est venue découper, un système de brumisation et une boîte tenue par un télescopique pour venir encapsuler localement la zone de découpe, ce qui permettait de mettre sous vide et de découper et ainsi de maîtriser la zone de découpe. Périmètre sécurisé, personnel protégé, engin pressurisé, air filtré. Et on a ensuite mis sous enveloppe plastique pour emmener en salle blanche où ensuite du personnel équipé en salle blanche décortiquer ça pour séparer, mettre en big bag l'amiante et ressortir la ferraille pour évacuation. Mine de rien, c'est pas mal de processus à maîtriser qui restent à risque et c'est comme une forme de stress quand on voit les confinements qui sont en place. C'est un soulagement quand on a les libératoires de première restitution, il n'y a plus de risque et au moins on se porte mieux. Une des problématiques du chantier de déconstruction a été la présence de potentiels obus dans le sous-sol. Dans le sol, il nous reste des bombes de la Seconde Guerre mondiale non explosées. Où sont-elles? Personne n'en sait rien. À quelle profondeur? Non plus. Notre souci, c'était d'en déclencher une bêtement avec une onde de choc un peu importante.
On a interdit le foudroyage des unités du site et on a mis en place en fait des opérations par grignotage. Tout simplement, en fait, ce sont des pelles cisailles qui viennent grignoter, qui viennent découper en fait, comme un ciseau le ferait, les différentes canalisations. On les pose au sol et on désamiante ou on déconstruit au sol. Ce qui a fait du chantier un chantier fort peu spectaculaire. C'est-à-dire, il n'y a pas eu le jour où tout le monde allait se mettre au balcon, voir tomber la cheminée de 100 mètres. Ça n'a pas eu lieu. Elle est descendue tranquillement, mètre par mètre. On a mis en place une technique très particulière qui était l'installation en fait, de plateformes élévatrices et un robot grignoteur permettait de manger en fait, les petits bouts de cheminée pour les faire tomber en fait, à l'intérieur de la cheminée et les récupérer en dessous. En termes de quantité, on a estimé 35 000 tonnes de ferraille à la fin du chantier. La même quantité en béton, 35 000 tonnes de béton. Donc ça fait déjà 70 000 tonnes de déchets qui vont pouvoir être valorisés, revenir dans un cycle de réutilisation sur de prochains chantiers en neuf. On a découvert qu'on avait, on va dire, 50 km de lignes qui étaient remplies de bitume figé. Là, c'était un vrai cadeau. Hein. Et puis, quelques canalisations supplémentaires, des produits plus liquides ou pâteux. Et donc, en fait, ça nous a pris plus de 2 ans. Ça aurait pu planter le projet. L'enjeu sur un projet comme ça, c'est de ne pas arrêter le chantier. Très clairement, c'est ça. Et ça a été une difficulté supplémentaire. Après, on a su s'y adapter, on a trouvé les solutions techniques qui allaient bien pour éviter qu'on amène un point bloquant sur le déroulement du chantier. On a monté un fondoir et donc qui a été créé spécialement pour nos canalisations qui ont été retronçonnées en fait en morceaux de 4 mètres qui permettent d'entrer dans le fondoir, de réchauffer en fait les produits et de récupérer la phase liquide pour pouvoir l'évacuer en centre spécialisé. Et les canalisations effectivement elles partaient vers le centre en ferraille. L'autre sujet important, ça a été le curage des différentes utilités de la raffinerie, notamment ce qu'on appelle le bassin RPN et la station d'épuration, où là on avait des quantités très importantes de boue et de sédiments qui s'étaient accumulés. Et le bassin RPN, c'est carrément une histoire d'horreur. Hein. Quand on parle de nettoyer les écuries d'Augias, effectivement. Hein. Ce bassin n'avait jamais, en tout cas aussi loin qu'on ait pu remonter, n'avait jamais été curé. Ça doit faire 9 mètres de boue accumulée, avec toute l'histoire des 2 raffineries. Au début, on avait des opérateurs qui allaient dans le bassin RPN pour aller chercher les matériaux, mais on s'est rendu compte de l'ampleur de la tâche. Donc on a fait descendre par exemple une pelle mécanique à l'intérieur du bassin RPN. Au fur et à mesure du curage, on pensait qu'on ne trouverait jamais la dalle du fond. Plus on creusait, plus on avait du sable souillé en hydrocarbures. Voyant l'opération fastidieuse, on est passé par une pelle de plus gros tonnage. Donc de la mini-pelle, on est passé sur une pelle de 30 tonnes avec godet preneur. Et puis, il y a quelque chose qui nous a sauvés pendant la période de préparation, c'est de faire une plateforme de stockage de déchets. Donc on s'est fait une plateforme très importante, 1 hectare. Ce qui nous a permis de les stocker temporairement sur cette plateforme dédiée et de pouvoir compenser le ralentissement de l'acceptation des centres de traitement. La plateforme, quand on a commencé à en parler au démarrage, on nous a dit qu'on était complètement fous et qu'on était en train de construire quelque chose plutôt que de démolir. Cette plateforme-là, qui a été jugée surdimensionnée à un moment, je pense que si on demande aujourd'hui, elle était juste bien. Quand on fait de la dépollution, notre problème, c'est d'avoir une bonne représentation de la pollution. Voilà. On avait 60 000 plans à trier. On a décidé de digitaliser tout ça. Ça a été assez impressionnant, hein, puisqu'on avait des plans qui étaient à l'encre de Chine sur papier calque d'avant-guerre. La maquette, elle permet de voir les impacts et elle permet aussi de se baser sur des hypothèses de dépollution. On a pu avoir toute l'information existante sur le sous-sol dans un seul objet numérique. Tout ça, ça a été un travail qui n'avait jamais été fait. Le BIM du sous-sol pour la dépollution, ça s'était jamais fait. Alors aujourd'hui, on est en train de réaliser le diagnostic complémentaire. C'est un diagnostic de plus de 500 sondages qui va nous permettre d'avoir une caractérisation plus fine de la connaissance de la qualité des sols en place, de connaître la qualité chimique de la nappe souterraine, son sens d'écoulement et de vérifier en fait les spots qui seraient à traiter dans le cadre de la dépollution du site.
Et nous sommes en finition des travaux des essais pilotes. Et du coup, on teste différentes technologies de dépollution sur le site. On est dans un marécage. Si on creuse, ça va faire un océan de boue. On ne va jamais voir le fond. Donc, j'ai pris la décision de proposer une dépollution in situ pour tout ce qui est un petit peu en profondeur. Et puis, des éléments d'excavation, mais très en surface, c'est-à-dire au-dessus de la nappe. Nous sommes en train de tester l'extraction sous vide. Et la deuxième technologie, c'est le bioterre. Donc nous créons un tas de terre et on fait dégrader les hydrocarbures par les bactéries. Ça va nous permettre en fait de transmettre ce dossier complet à l'administration qui pourra enfin statuer sur la technique de dépollution que l'on propose et ce qui va nous permettre en fait de mettre en place toutes les techniques de dépollution à échelle industrielle cette fois-ci sur le site.